Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Les Saisons de Maurice Pons, lu par Jean-Marc Galera. Tant de magie pour rien, si ce n'était se souvenir d'un autre monde. Georges Chéadé. Première partie. Chapitre 1. Il arriva par le sentier de la Cluse, vers le 16e mois de l'automne, qu'on appelait là-bas la saison pourrie. C'est Louana qui l'aperçut la première. Et plus tard, lorsque le Conseil se réunit pour statuer sur le cas de l'étranger, elle intervint pour revendiquer ce premier regard. Elle avait ce visage d'enfant mongol, hilar, écarlate, qui n'était pas du pays. Elle avait ces intonations étranges qui faisaient qu'on l'écoutait toujours avec stupeur. « C'est moi qui l'ai vue la première !» devait-elle crier ce jour-là au Conseil. Et elle avait ajouté en éclatant de rire « À travers le cul de ma mère !» Avec sa cousine, Sherline, la pâle, la malingre Sherline, aux bras si blancs qu'ils attiraient les pinsons, Louana avait suivi la Brigde, sa mère, là-bas vers les replats de Sancreps, tout en bordure de la faille rocheuse. Il avait plu la semaine entière, à verse, comme toutes les semaines précédentes depuis bientôt 16 mois. Courbé en deux, les reins cassés, jambes nues dans ses bottines, et par-dessus sa lourde jupe noire enduite de boue jusqu'aux cuisses, la Brigde n'avait cessé d'arracher, presque au ras du sol, les maigres plants de lentilles qu'elle enfouissait dans un bourras. Elle ruisselait d'eau. Elle avait les doigts en sang, et son postérieur barrait le ciel comme une montagne mouvante. De temps à autre, et sans même se redresser, elle se retournait pour houspiller les fillettes, les deux bougresses qui marchaient derrière elle dans le sillon pour ramasser la glane, et qui, dans son dos, se chuchotaient des immondices en pouffant à chaque instant. Le visage de Louana brillait de rire et de pluie. Et voilà que soudain, pinçant violemment sa cousine et éclatant de rire, elle cria de loin à sa mère « Emma, regarde, un type !» Elle disait vrai. Là-bas, sur l'autre versant de la Cluse, on apercevait, au travers du rideau de pluie qu'agitait le vent, une lointaine silhouette sur la sente. Autant qu'on en pouvait juger, l'homme marchait d'un pas lent et appliqué en s'aidant d'un bâton. Il portait sur le dos un havre-sac et rentrait la tête dans les épaules, se faisant plus massif pour échapper aux bourrasques. Il semblait arriver de loin. La Brigde le suivit des yeux, longuement, tandis qu'il gravissait les virages en épingle sur les flancs détrempés de la ravine. Le jour baissait. Il faisait presque noir, mais elle s'appliquait à ne pas perdre de vue le cheminement obstiné de ce marcheur, dont l'image, parfois, disparaissait derrière un bloc de pierre, mais ressurgissait toujours un peu plus haut sur la sente. On ne pouvait plus en douter, il allait arriver au pays. La Brigde fut prise d'une soudaine panique. Elle empoigna d'un geste brusque les deux fillettes et s'éloigna à grands pas, coupant à travers le replat. « Eh bien quoi, man ?» cria Louana. « Et ton pourra ?» Elle ne répondit pas. Elle marchait droit, tirant par la main les gamines. Elle rentrait droit, silencieuse, frémissante, comme la jument qui sent la foudre derrière elle. Louana et sa mère habitaient dans le haut du pays, au pied de la croix de Sépia. Aussi, arrivant de Sancreps, devait-elle traverser tout le village. La Brigde, de maison en maison, donna l'alerte. Un étranger arrivait. Elle lançait la nouvelle de sa voix rauque sans s'attarder. Seul lui répondait un claquement de planches sous la pluie. C'étaient les portes et les volets que l'on fermait en hâte. Siméon, sous la pluie, parcourut un village aveugle. Il marchait à pas très lents, tenant son bâton à main nue, le dos courbé sous le havre-sac et la tête basse. Il portait un manteau de gabardine noire dont il avait relevé le col. Mais la forte pluie lui glissait entre le col et la nuque, le faisant par instants frissonner. Il était jeune encore, mais si laid, et d'une laideur si pathétique qu'on ne lui donnait plus d'âge.
Il avait le teint basané, mais sale sous la barbe vieille. Il avait plus d'une paume de distance entre ses gros yeux et un nez proéminent qui lui donnait l'air triste d'un vieux bélier. Les sourcils lui mangeaient le front et le visage. Une récente bourrasque avait, chez les Dogd, emporté un volet. Sur la façade, une fenêtre brillait, éclairée par la lampe à huile, et derrière la fenêtre, Walter et sa femme Clara, tapis dans un recoin, guettaient le passage de l'étranger. Siméon, en effet, s'attarda devant chez eux, les fixant sans les voir de son regard implorant, leur souriant de son pitoyable sourire. C'était l'épreuve de force. Siméon serait resté là toute la nuit, et son sourire peut-être aurait vaincu. Mais Walter Dogd avait eu le temps de fourbir son arme. Sortant sans bruit par la porte de derrière, il monta par l'échelle au grenier. Et de là, soudain, presque du haut du toit, il lança en direction de l'homme un étrange obus blanc qui s'écrasa à ses pieds avec un bruit de noix vides. Siméon se baissa pour mieux le voir. C'était un crâne de mouton, blanchi par les années. Sous le choc, le maxillaire inférieur s'était détaché et quelques dents avaient roulé dans la boue. Siméon, sans réfléchir, voulut envoyer rouler au loin d'un coup de pied l'affreuse tête qui semblait le narguer de ses orbites vides. Mais il n'était chaussé que de sandalettes à lanières, détrempé par la pluie et la boue des chemins. Le coup lui fit mal. Il gémit. Le lendemain, en se chaussant, il devait constater qu'il s'était fêlé sur toute la longueur l'ongle du gros orteil, et que le sang avait formé, sous la lunule, un caillot rouge sombre. Dans le noir, il entendit un rire sarcastique et une phrase qu'il ne comprit pas bien, mais qui pouvait être quelque chose comme « mouton, mouton et demi ». Siméon ébaucha un haussement d'épaules, mais il ne mena pas son geste jusqu'à son achèvement. Au contraire, lorsque ses épaules eurent atteint leur position haute, il plia le dos et courba la tête. Et ainsi un peu plus voûté, un peu plus tassé sur lui-même, il s'enfonça plus avant dans le village. Eût-il levé les yeux autour de son ombre, il n'aurait pas manqué d'être frappé par la sauvage laideur des lieux. Il arrive parfois que les constructions paysannes, parce qu'elles ont de fruste et par les bienfaits de traditions artisanales séculaires, atteignent à une certaine beauté, simple et trapue. Ici, les maisons, vaguement alignées les unes après les autres et de part et d'autre de ce qu'il faut bien appeler la rue, semblaient vouloir imiter l'architecture de la ville. Pour la plupart, elles tournaient le dos à la rue et ne présentaient que des façades aveugles. C'étaient des blocs de ciment monolithiques, à 1 ou 2 étages, recouverts d'enduits de plâtre qui avaient sans doute été roses, ou ocre, ou violet, mais que le travail de sape des intempéries, le dégoûtement des tuyaux et des gouttières, l'usure du temps surtout, avaient rendu tout simplement pisseuse. La pauvreté des ressources ne permettait pas non plus l'emploi de matériaux rares. Les toits de planches étaient recouverts de plaques de tôles éparses que la rouille attaquait comme une lèpre. À cause de la rigueur du climat, les fenêtres étaient rares et étroites, percées asymétriquement sur les façades que barrait parfois un escalier de fer transversal. Il n'était pas rare qu'un étage ou une partie d'étage se fût éboulé sur les fondations. On laissait là le tas de pierres et de planches écroulées, on laissait les escaliers suspendus sur le vide et l'on se confinait dans les pièces subsistantes. Le café-hôtel du pays dépassait toute autre bâtisse en laideur. On l'eût d'abord pris pour un silo, car il ne présentait, à l'étranger de passage, que les 3 façades rigides et aveugles de sa maçonnerie, cernées par des monticules de fumier, dont la pluie incessante faisait ruisseler le purin. On pourrait, certes, plaider à sa décharge qu'il ne passait jamais ici aucun étranger. Mais il arriva que Siméon, marquant une nouvelle station désespérée devant ses murs, eut l'esprit attiré par un grincement désagréable. C'était une pancarte de bois, transpercée de clous rouillés, que le vent faisait racler contre le mur. À travers le rideau de pluie,
Siméon leva le nez et déchiffra ces mots inespérés. « Café-hôtel », souligné par une flèche biscornue à peine perceptible, enjoignant de s'engager en contrebas dans la venelle et de contourner le mur. Siméon s'essuya une nouvelle fois le front et la naissance des cheveux avec son mouchoir, puis il s'engagea dans la venelle et contourna le mur. Avant d'entrer, par discrétion, il déposa devant le seuil son havresac et son alpenstock. Tout autre que lui, poussant la porte vitrée, alourdi par un insolite et arrogant entrelac de ferronnerie, eût été saisi par l'odeur fétide qui régnait dans la salle. Était-elle due aux vomissures qui souillaient le plancher de bois sous les tables, aux écuelles immondes qui traînaient sur le sol auprès de la cuisinière et au-dessus desquelles bourdonnaient des essaims de grosses mouches, aux chaussures, aux bandes moltières d'uniforme que les 2 douaniers du pays, seuls clients du café à cette heure, avaient retirées pour les faire sécher dans le four de la cuisinière? Ou bien était-ce l'odeur personnelle et familière de l'énorme paysanne emmitouflée de laine noire qui régnait sur les lieux, visiblement atteinte d'éléphantiasis, et que Siméon, en entrant, surprit dans une bien étrange opération. Assise à califourchon sur les genoux de l'un des douaniers, le douanier en second à ce qui devait apparaître bientôt, qui la maintenait contre lui en lui plaquant les 2 mains ouvertes sur les fesses, elle lui pressait entre 2 doigts les ailes du nez, et la séborrhée sale dont elles étaient gorgées jaillissait des pores en petits vermisseaux à tête noire. À chaque éclosion, ils éclataient de rire, entraînant dans leur hilarité le chef des douanes qui arbitrait le jeu et comptait les coups avec intérêt. À l'entrée de l'étranger, la grosse femme se releva, éberluée, mais retenant mal, en dépit de sa surprise, ses derniers pouffements. « Faites excuse, monsieur, » dit-elle. « Faites excuse. » Elle riait encore, relevant les mèches de cheveux qui, au cours de l'opération, lui étaient tombées sur le visage, et des larmes de rire, malgré qu'elle en eût, lui pissant des yeux. Elle ajouta, comme pour donner au visiteur inattendu de réelles raisons pour l'excuser, « C'est que, par chez nous, vous savez, on n'a pas tellement de distractions. » Ces derniers mots qu'elle s'était efforcée de prononcer sur le ton d'une marquise jouant au volant avec ses demoiselles eurent sur les 2 douaniers un effet stupéfiant. Ils ne se redressèrent de leur siège que pour crouler de rire, pliés en 2, s'accrochant au dossier des chaises. L'un d'eux, le brigadier, trépignait littéralement, tournant sur lui-même en chaussettes à petits pas et répétant inlassablement « Distraction, distraction, vous parlez d'une distraction !» Et l'autre, hilar, commentait en faisant le geste de se pincer le nez. « La chasse aux vermisseaux, eh oui, la chasse, ou la pêche, le sport, quoi !» Siméon laissa passer l'averse. Ils demeuraient là, immobiles, à l'entrée de la salle, se frottant l'une à l'autre ses 2 mains humides dans un geste d'ecclésiastique frileux. Si étrange que lui parussent ces étranges chasseurs, il pensait bien que leur fou rire prendrait fin, et il attendait, hochant très légèrement la tête, et s'efforçant de sourire pour enlever à son attitude toute nuance de condamnation. Bientôt, en effet, les rires, après quelques hoquets, s'étouffèrent. Les positions se raidirent, et commença une lente et sournoise négociation sur le mode conditionnel. Que Siméon prétendit dans ce café-hôtel recevoir le gîte et le couvert, parut tout d'abord de la dernière incongruité. « C'est qu'il ne vient pas grand-chose par chez nous, » lui rétorqua d'abord l'aubergiste. « Vous pensez, avec ce climat, et le peu qui vient, on le garde pour nous, on n'a pas besoin d'étrangers. » En parlant, son visage s'animait d'une fièvre hargneuse. Elle avait des lèvres épaisses, très charnues pour une femme de son âge, et qui frémissaient. Au-dessus des lèvres, lui gâtant le visage, coupe rosée déjà mais point laid, une forte moustache sombre et une touffe de poils blancs, rêches à force d'avoir été coupée, qui dissimulait mais en même temps précisait un impressionnant grain de beauté. Des poils du même genre lui sortaient des oreilles et des narines. Siméon regardait avec douceur, avec tendresse même,
ce visage méchant qui l'affrontait. Il plaidait la frugalité extrême de ses appétits et son accommodation naturelle aux conditions d'existence les plus frustes. Il ajouta un peu maladroitement : « J'ai beaucoup souffert autrefois. J'ai connu d'abominables horreurs. » Les deux douaniers bondirent vers lui, mus par une susceptibilité si soudaine et si semblable que Siméon ne douta pas d'avoir commis une bévue. « Ah ah, monsieur se figure peut-être qu'on ne souffre pas ici » fit le douanier en second. Il avait un regard chafouin, les paupières boursouflées, une courte moustache un peu rousse. Siméon pressentit que, tôt ou tard, cet homme-là lui ferait du mal. L'autre, le brigadier, était plus bonhomme, mais plus sûr de lui aussi. « Vous verrez ça, dit-il. Vous verrez ça cet hiver, le gel bleu et l'autre. » Siméon prit cet avertissement pour une invite. Il passerait ici l'hiver. Il coupa court à l'entretien et, traversant résolument la salle, il défit la ceinture de son manteau, le jeta sur une chaise et s'assit sur une autre, devant une des petites tables carrées disposées le long du mur. En face de lui, le long de l'autre mur, il y avait un lit pliant métallique, à peine recouvert d'un gros édredon. Et au pied du lit, il vit sur une table une cuvette et un broc. Il se releva et s'approcha de la cuvette, les deux bras tendus en avant afin de faire remonter légèrement les manches de sa chemise, de son tricot et de sa veste. Mais quand il se trouva, les poignets nus au bord du récipient, son corps marqua un temps d'arrêt. Dans la cuvette croupissait une eau grisâtre, épaisse, et dans cette eau baignait une incroyable multitude de grosses mouches. La plupart étaient mortes, noyées, mais certaines agitaient encore désespérément à la surface de l'eau les ailes et les pattes. D'aucunes, déjà trempées et les ailes collées au corps, grimpaient sur les cadavres flottants de leurs sœurs, essayaient d'escalader les parois luisantes de la cuvette et retombaient épuisés. L'aubergiste et les douaniers suivaient des yeux, en silence, le comportement inouï de cet étranger. Une lueur de malice s'alluma dans leurs regards lorsqu'ils le virent hésiter. L'aperçut-il ? C'est elle qui détermina Siméon à aller de l'avant. Repoussant les mouches mortes vers les bords de la cuvette, il plongea ses deux mains à plat dans l'eau grise. Mieux, apercevant sur une assiette métallique, une de ces assiettes dites d'excursion, un pain de matière blanchâtre qui lui parut être du savon et sur lequel étaient collés d'autres cadavres de mouches, il s'enhardit à le saisir de la main droite. La répulsion qu'il éprouva ne fut pas celle qu'il attendait. La matière était molle et légère, un peu comme un organe interne d'animal. Il abrégea ses ablutions et, s'étant rapidement essuyé les mains à un torchon immonde qui traînait sur la tablette, il retourna s'asseoir à sa place. Il mit les coudes sur la table, croisa les mains et attendit. Il faisait face aux villageois et les regardait avec une insistance gênante. Après quelques heures d'une attente, dont Siméon se dit en fin de compte, mais à tort, qu'elle avait dû leur sembler plus longue à eux qu'à lui, l'aubergiste, sans un mot, se rapprocha du poêle. Elle se plia en deux pour touiller avec un manche de bois dans l'un de ses chaudrons, puis ramassant une assiette à même le sol et la secouant en l'air pour en faire fuir les mouches et tomber les déchets, elle la remplit d'une épaisse purée brune et vint la déposer avec une cuillère de bois sur la table de Siméon. « Si vous voulez vous contenter de lentilles, lui dit-elle, ça, vous en mangerez de la lentille. » Siméon la remercia d'un signe de tête et commença à manger. C'était fade et épais, mais ça n'était pas mauvais, et il avait grand faim. Il négocia l'octroi d'une tranche de pain. « Du pain ? Du pain !» s'exclama la patronne, en prenant à témoin les deux hommes. « Non, mais je vous le dis, il se croit chez les stars !» Le mot laissa Siméon perplexe, mais la bonne femme, après être allée fouiller dans un seau derrière le poêle, revint bientôt vers lui, et posant devant son assiette une sorte de beignet dur, presque noir, elle commenta d'elle-même.
Vous pouvez leur dire, à vos stars de la Sainte Russie et à tous vos étrangers de l'extérieur, que chez nous, du pain, il n'y en a pas. C'est la lentille chez nous, mon beau monsieur. Soupe de lentilles, beignets de lentilles, alcool de lentilles, et voilà. » Siméon sourit, d'un sourire qui voulait peut-être dire « Eh bien, va pour les lentilles », et il mordit à pleines dents dans le beignet qui s'effrita dans sa bouche en une poussière sèche. Tandis qu'il déglutissait silencieusement, les villageois avaient formé un rond de chaises autour de la cuisinière et ils continuaient à se chauffer les pieds dans le four ouvert, poursuivant à voix basse une conversation secrète dont Siméon percevait parfois, sans bien comprendre, une bribe. Au-dessus de leur tête, la lampe à huile, toute enduite de graisse noire, attirait les mouches et d'autres petits insectes bourdonnants. Bientôt, les douaniers entreprirent d'enrouler autour de leurs mollets leurs bandes moltières. Les bottines ne tarderaient pas. Ils semblaient ne plus porter attention à l'étranger. Ou bien s'était-il entendu sur une politique à suivre. Et Siméon, détendu, les regardait avec ce qu'on appelle une infinie bienveillance. « Ils font la veillée ?» se disait-il. « La veillée au village. Quel calme, quel paisible bonheur !» D'attendrissement, les larmes lui montaient aux yeux. « Eh bien !» firent soudain les douaniers, soudain rechaussés. Ils pincèrent leurs bérets et sortirent. « Eh oui !» fit comme un écho derrière eux la grosse aubergiste. Et avant que Siméon ait eu le temps d'esquisser un mouvement, elle avait fait glisser sa robe par-dessus sa tête et l'avait lancée en équilibre sur le montant métallique du lit. Elle se trouvait en corset. Un corset dont jamais Siméon n'eût imaginé qu'il pût s'en trouver de tel. Il la caparaçonnait des aisselles aux genoux. Il était fait de bout grand, mais à ce point bardé de busques, d'éclisses et de baleines qu'assurément il devait tenir droit sur un plancher comme une armure. Et il était crasseux, d'une crasse séculaire de cathédrale. La première pensée qui vint à Siméon, en voyant que la patronne portait de tels dessous, fut que le geste qu'il avait surpris du douanier en second, plaquant ses deux mains ouvertes sur les fesses volumineuses, n'avait après tout rien de cochon. Mais déjà l'aubergiste, sans se soucier du cours que pouvaient prendre les pensées de son hôte, agitant les bras repliés autour d'elle comme un gros insecte ses élytres, commençait à desserrer ses lassages, et vraiment on pouvait se demander comment elle allait réussir à s'extirper de cette carapace. Siméon, gêné, s'enquit confusément de sa chambre. « C'est juste au-dessus !» lui dit la femme. « Et le chemin ?» demanda encore Siméon, qui n'avait remarqué dans la salle ni porte intérieure, ni escalier, ni fenêtre. « N'avez qu'à prendre l'échelle, à contre le fumier !» lui répondit-elle. « Une lumière ?»« Pas besoin de lumière, je vous dis que c'est juste au-dessus. » Siméon remit son noir manteau de gabardine, en releva le col, en noua la ceinture, et sortit. Dans l'obscurité, sous la pluie qui n'avait pas cessé, il chercha cette échelle, à main nue, pataugeante avec ses sandales dans le purin. Il la trouva bientôt, en effet, couchée en travers d'un épais tas de fumier, juste en face de la porte, et il entreprit de la remuer. C'était une échelle coulissante à 2 éléments, modèle Gugumus. Et elle était lourde. Siméon se rendit compte qu'il ne pourrait jamais la soulever. Aussi s'efforça-t-il de la dresser à la verticale, puis de la faire procéder, pas à pas pourrait-on dire, en la faisant basculer sur un pied, puis sur l'autre, alternativement. Ce n'était pas facile, car il fallait la maintenir en équilibre, et lui-même, mal chaussé avec ses petites sandales à lanières, glissait dans la boue et le fumier. Mais il parvint enfin, péniblement, jusque devant la façade de la maison. Au-dessus de la porte vitrée de la salle, dont la lumière déjà s'était éteinte, Siméon aperçut une ouverture tranchée dans la maçonnerie, à 3 ou 4 mètres du sol, mais ne comportant ni porte, ni vitre, ni même de châssis. Il fallait, pour y accéder, utiliser l'échelle tout entière. Siméon, posément et maladroitement, commença par défaire la corde, dont l'enchevêtrement des nœuds
raides et trempées de purin, lui résista longtemps. Puis il hissa, le long de la coulisse, l'élément supérieur et réussit à le bloquer à une hauteur suffisante. Il s'en fut ramasser son havresac et son alpenstock et escalada les degrés. La nuit était épaisse et Siméon resta longtemps sans rien discerner. Bientôt, cependant, ses yeux s'accommodant à l'obscurité, il perçut les contours de la pièce, réplique exacte de la salle du café, et comme elle était vide, elle lui parut immense. Immense, immense, se répétait-il. De sa vie, jamais il n'avait occupé tant d'espace. Il en arpenta la surface, caressant les murs nus de ses doigts. Dans le coin le plus éloigné, il buta contre une sorte de table sans pied posée à même le sol et couverte de toile de sac. « Le lit, mon lit », se dit-il. Sa fatigue était grande, et si forte son envie de se glisser dans son lit qu'il hésita à se déshabiller. Mais il se tint un raisonnement de sagesse. S'il ne se déshabillait pas le premier soir, il risquait de ne pas se déshabiller le suivant, ni aucun autre soir, de ne se déshabiller plus jamais. Il enleva en hâte ses vêtements, sa veste et son pantalon de ratine bleue, son tricot militaire, sa lourde chemise molletonnée qu'il étendit, un peu au hasard, sur le plancher pour qu'il sèche. Et puis il s'étendit lui-même, entre les toiles de sac qui couvraient son lit, un peu frissonnant, mais résolument apaisé. À peine était-il endormi qu'il lui sembla dans l'ombre entendre un petit sifflement étouffé comme un rire d'insecte. Il dressa la tête, fixant autant qu'il le pouvait l'encadrement noir de la sortie, et il finit par percevoir en effet au ras du sol, devant l'entrée, la frimousse hilarde d'une fillette qui étouffait son rire, une main sur la bouche. « Eh bien » lui dit-il. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah » fit-elle. « J'ai vu ton slip, il est bleu. » Elle disait vrai. Siméon portait sur lui, en guise de slip, une culotte de bain, d'un bleu presque mauve. C'était une précaution qu'il avait prise avant d'entreprendre son voyage. Eût-il rencontré un fleuve, un lac ou, qui sait, la mer, il était prêt pour une immersion. Mais comment cette diablesse avait-elle pu surprendre ses secrets dans la pénombre ? « Tu vois dans le noir, toi ?»« Ah, j'en vois des choses. Salut !» Sa tête disparut de l'ouverture, et Siméon entendit bientôt, sous la pluie, le bruit d'une petite débandade. Journal de Siméon. Je l'ai trouvé enfin, ce lieu de grâce et de merci. Enfin, oui, presque au détour de la planète. Un cirque de montagne, à peine accessible. Une pluie bienfaisante inonde la vallée. Ah, que de chemins arides parcourus avant la récompense de cette pluie. Les gens de la vallée m'ont paru frustes, mais bons. Ils m'ont servi une copieuse purée de lentilles qui est leur nourriture habituelle, et j'ai partagé leur pain. Le soir, ils font la veillée autour du poêle à bois. Quel calme bonheur! D'attendrissement, rien qu'à les voir, je sentais les larmes me monter aux yeux. Je vais ici pouvoir écrire, écrire, écrire. Je vais vider mon cœur de tout son pu. Il ne m'arrivera rien, j'en ai la conviction. Et pourtant, hier encore, j'ai été traversé par une image. Lorsque ce crâne de mouton m'est tombé dans les pieds, je l'ai vu soudain multiplié par 1000 fois lui-même. J'ai revu l'amoncellement des charniers que je ne veux plus voir et le sourire des dents humaines. J'ai senti à nouveau la brûlure de l'enfer. Oui, j'ai cédé encore à la tentation de l'image. En serais-je jamais délivré ? C'est mon livre qui m'en délivrera. J'habite une chambre immense. De ma vie, je n'ai jamais occupé tant d'espace. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai un peu dormi. Et maintenant, devant ma fenêtre, j'attends le jour pluvieux qui se lève faiblement en gribouillant ses notes. Mon horizon est très limité, car la maison est construite contre les rochers, tournant le dos au village. N'importe, je n'en écrirai que mieux, les doigts me démangent de l'impatience d'écrire. Mon pied me fait un peu mal. Bêtement, hier, j'ai lancé un coup contre ce crâne de mouton, et je crains de m'être fêlé un ongle.
Il s'est formé sous la lunule un vilain caillot de sang noir. Je n'ai rien pour me soigner, pourvu que la blessure ne s'infecte pas. Oh, j'oubliais. J'ai fait cette nuit un rêve étrange. Je voyais une fillette passer la tête par l'embrasure de la porte, presque au ras du plancher. Elle me chuchotait je ne sais plus quoi, la coquine, puis elle t'étalait comme un lapin. Si les rêves sont un signe, j'appelle celui-ci le signe du lapin. Siméon écrivait ainsi, aux premières lueurs de l'aube, assis en tailleur, pieds nus, devant l'embrasure de la porte, lorsqu'il vit apparaître, chacun contournant un coin de la maison et se dissimulant contre le mur, comme s'il voulait donner l'impression de le cerner, les 2 douaniers qu'il avait rencontrés la veille au café. L'un derrière l'autre, ils escaladèrent l'échelle et bondirent dans la pièce. Siméon se releva en hâte et recula, ses papiers à la main, mais quasiment pris en flagrant délit. « Service, service !» fit le brigadier en s'avançant, et il porta 2 doigts joints à son béret. L'autre restait dans l'embrasure, les jambes écartées, les mains sur les hanches. Ils étaient en tenue réglementaire avec capote, bardée de ceinturons et de baudriers, le béret sur l'oreille, le revolver d'ordonnance à la ceinture. Sur Siméon, en qui la seule vue d'un uniforme faisait renaître un foisonnement d'images abominables, l'apparence policière de ce déploiement produisit tout l'effet escompté. Il fut un instant au bord de la panique, mais maîtrisant son émotion, il parvint à se raisonner. Il n'avait affaire, après tout, qu'à des douaniers, c'était évident, et non à des gendarmes. Il prit sur lui de rétorquer poliment, avec toutefois un tremblement perceptible dans la voix. « Mais que puis-je faire pour vous, messieurs ?» Le brigadier, qui s'attendait peut-être, et bien à tort, à une riposte violente, parut satisfait. Il se mit à marcher de long en large dans la pièce, d'un mouvement de plus en plus ample à mesure qu'il parlait, au point que sur la fin de son discours, il lui arrivait de rester le dos tourné durant plusieurs secondes à son interlocuteur. Je ne puis rapporter ici, dans ces termes exacts, la teneur de la longue harangue embarrassée qui lui tint. Mais voici grosso modo quel en était le propos. Que le corps des douanes, auquel le brigadier et son second s'enorgueillissaient d'appartenir, et que même ils constituaient, à eux 2, dans son entier, que le corps des douanes, donc, dans ce pays, était quasiment chargé du travail de police, vu que de police proprement dite il n'y en avait pas, et ce particulièrement dans l'éventualité d'un étranger de passage, éventualité qui, au dire du brigadier, ne s'était jusqu'à ce jour jamais encore présentée. Si bien que, de cette façon, c'était le passage même de Siméon dans le pays qui constituait le corps des douanes en force de police, et qu'en somme, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui, et non à eux, du désagrément éventuel de cette visite domiciliaire. Le douanier en vint alors à faire mention du Havresac, que, selon lui, Siméon aurait essayé, la veille, de dissimuler aux autorités. Siméon, ici, amorça un geste de dénégation et voulut parler. Mais le brigadier, qui à ce moment lui faisait face, l'arrêta d'un autre geste et poursuivit d'un ton sans réplique. Il expliqua longuement et de façon à la fois fort précise et très confuse que ce Havresac, son collègue et lui, dès la veille au soir, étaient en droit de l'investiguer, vu que l'investigation relevait directement de leur service en tant que douanier, mais que du fait que les pouvoirs de police qu'ils se trouvaient détenir ipso facto par la présence même d'un étranger dans le pays, les contraignaient à une visite domiciliaire réglementaire, et attendu que Siméon avait notoirement élu domicile au domicile de Madame Veuve Ham, c'est ainsi que Siméon apprit incidemment le nom de la grosse aubergiste, dont il devait savoir beaucoup plus tard que les villageois la surnommaient plus simplement 5 tonnes. Il se présentait devant Siméon en ses lieux et places à l'heure légale, ou à peu de choses près, car on ne leur tiendrait pas rigueur, vu les circonstances, d'avoir profité de la fin d'une tournée d'inspection douanière pour le visiter domiciliairement, afin de l'enjoindre à double titre de se soumettre à l'investigation et à l'interrogatoire de toute question pouvant le concerner. Le brigadier s'arrêta, et de parler et de marcher.
Il n'était pas peu fier. Il avait dû longuement méditer les arguments et les termes de sa harangue, et il considérait qu'il s'en était bien tiré. Il jeta un regard à son collègue qui montait toujours la garde, quémandant une approbation. Mais lui, qui n'avait pas suivi les raisonnements de son chef, demanda simplement « Et le havresac, chef ?»« Eh bien, le havresac, je l'ai dit. » Siméon, devançant leur désir, sans attendre davantage, était allé chercher son sac dans le coin de la pièce, et le tenant à deux mains, il le tendit aux hommes des douanes. Il faisait encore très sombre dans la pièce, et l'on s'installa, pour la fouille, juste devant la porte-fenêtre. Siméon tremblait de peur, et craignant de commettre une nouvelle bévue, il gardait un silence prudent. Tandis que son chef surveillait l'opération, le douanier en second défit la lanière, releva le rabat, dénoua le lacet, et sortit bientôt du sac, un à un, les 4 paquets qu'il contenait, et dont il déchira rapidement, sans hésiter, l'emballage. C'étaient 4 rames d'un beau papier blanc, lisse et satiné, absolument sans grain, que Siméon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.